Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Biblia. Nous sommes le dimanche 22 septembre et nous allons continuer notre étude du livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Précédemment, nous avons vu qui est Néhémie. Maintenant, nous allons continuer en décrivant l'histoire du livre de Néhémie. C'est la partie du livre d'Esdras qui ne fut distinguée de celui-ci qu'à l'époque chrétienne. La Vulgate le nomme deuxième Esdras. Néhémie est bien le personnage central de ce livre, qui désormais porte son nom. Mais il n'en est pas l'auteur, au sens plein où nous l'entendons. Cet auteur est encore le chroniste, prêtre ou lévite de la fin du IVe siècle, qui puise largement dans les mémoires de Néhémie, destinées au roi de Perse et aux archives de Jérusalem. Pièce de chancellerie rédigée en araméen, langue administrative de l'empire des Achéménides. Une bonne partie de l'écrit est en effet rédigée à la première personne du singulier. Les chapitres 8 et 9 sont vraisemblablement extraits des mémoires d'Esdras. Le reste doit l'essentiel aux documents divers provenant des rapatriés ou de leurs descendants et conservés dans les archives du temple. Néhémie est un juif et chanson à la cour d'Artaxerxès Ier de Perse, c'est-à-dire un haut dignitaire à qui le roi fait entièrement confiance. Le livre s'ouvre sur la visite que lui fait un juif de Jérusalem, Anani, probablement son frère. Interrogé sur les conditions d'existence dans la ville sainte, celui-ci lui révèle que les Juifs y vivent manifestement et maintenant dans la misère et dans l'opprobre, que le rempart est en brèche et les portes incendiées. Ému, Néhémie prend le deuil, jeûnant et priant pendant plusieurs jours, et se montre si triste en servant le vin au roi que celui-ci l'interroge sur les causes de son affliction. Bien qu'Artaxerxès ait interdit les travaux de reconstruction dans la ville sainte, Néhémie s'enhardit jusqu'à lui demander l'autorisation de se rendre à Jérusalem et de la restaurer. Non seulement le roi la lui accorde, mais il le munit de lettres de créance pour les satrapes des pays qu'il doit traverser, d'ordre aux fonctionnaires de la cité pour lui procurer les matériaux nécessaires à la construction, enfin d'une escorte pour le voyage. Voilà donc Néhémie revêtu des pleins pouvoirs en Judée, alors que jusque-là, les pays étaient placés sous la juridiction du gouverneur de Samarie. On s'explique que dès son arrivée, les chefs étrangers qui faisaient la loi à Jérusalem s'alarment de sa présence. Ce sont Sanballat, dont nous savons par les papyrus d'Éléphantine qu'il était précisément gouverneur de Samarie, ce que le livre se garde de préciser, et Tobia l'ammonite, qualifié avec mépris d'esclave, mais qui appartenait en réalité à une puissante famille. À ces deux-là s'adjoindra bientôt un
Geshem, l'arabe, dont nous ne savons rien de plus. Avec sagesse, Néhémie ne se manifeste pas tout de suite. Il se donne 3 jours de réflexion, puis de nuit, en secret, s'en va inspecter les remparts. Parti de la porte de la vallée, au nord-ouest, il se dirige vers la partie méridionale, la source du dragon, qu'il arpente, porte du fumier et porte de la source, jusqu'à l'étang du roi, la source appelée auparavant Guillon, où il trouve trop de végétation pour passer avec sa monture. Alors il rebrousse chemin, remonte par le ravin du Kédron vers son point de départ. Il trouve des brèches dans la muraille et les portes détruites. Il ne se rend pas dans le secteur nord de l'enceinte, dont il sait certainement qu'il avait été entièrement ruiné par Nabuchodonosor, un siècle et demi plus tôt. On verra d'ailleurs que les travaux consisteront à bâtir ce secteur, et non simplement à réparer les brèches, comme il est dit des secteurs suivants. Quoi qu'il en soit, le récit de cette inspection, comme celui de la réparation même des murailles, et celui de la procession solennelle qui célébra la dédicace du rempart terminé, apporte de précieux renseignements sur la topographie de Jérusalem. Au retour de son inspection, Néhémie convoque les notables de la cité et les incite à restaurer les murailles. Il leur révèle que le roi non seulement ne s'oppose plus à cette reconstruction, mais s'y montre tout à fait favorable. La foule répond dans l'enthousiasme. Levons-nous et bâtissons. Le rempart et les portes ne formeront qu'un seul chantier. Tout sera entrepris à la fois. Les travaux sont répartis en secteurs confiés chacun soit à une famille, soit aux habitants d'un même lieu, à une corporation ou encore aux prêtres. Il y eut quelques défections. Les nobles de Tekoa refusèrent de participer aux travaux. Mais la répartition que nous possédons n'est pas complète. Quelques secteurs ne sont pas mentionnés. Il faut noter aussi qu'on ne trouve parmi les travailleurs cités aucun nom de la caravane revenue de déportation avec Esdras, ce qui tendrait à prouver l'antériorité de la mission de Néhémie par rapport à celle d'Esdras. La liste que donne ce chapitre 3 provient sans doute des archives du Temple. Pour aujourd'hui, l'étude est terminée. Nous allons la reprendre demain.